Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier podcast. On a décidé de faire ce genre de vidéo un peu pour parler de certaines choses dans lesquelles on parle pas dans les vidéos pour aller à l'essentiel. Et puis parce que c'est toujours intéressant de comprendre un petit peu toutes les anecdotes, de voir un peu tout ce qui s'est passé pendant ces premiers mois. Là, ça fait maintenant à peu près 3 mois qu'on voyage. Là, on est donc du coup actuellement à Istanbul. Et du coup, on va un peu vous parler de notre expérience en France, en Italie, en Grèce et puis dans le début de la Turquie. Alors la première chose, déjà, il faut savoir que nous, on a décidé de voyager pour, voir plein de paysages, mais aussi pour rencontrer pas mal de monde et en fait, je pense que pour ce début de voyage, on est quand même bien servi. On a rencontré beaucoup de gens en France, Ouais, pas mal de gens, même si c'est plus compliqué, en Italie, en Grèce également. On a rencontré ah, des gens aussi, mais surtout beaucoup là en Turquie, ouais. où on a vraiment réussi à être hébergé à peu près tous les jours, Mmh. à se faire héberger dans des mosquées. En France, du coup, on a beaucoup utilisé Warm Shower. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un peu comme Couchsurfing. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Couchsurfing, c'est en fait, vous allez chez des gens en échange de discussions gratuitement et du coup, ils vous hébergent, pendant 1, 2, 3 jours, ça dépend. Là, par exemple, en Italie, on l'a fait, plusieurs jours. Mais en France, on a surtout utilisé Warm Shower. On a fait de belles rencontres. La première utilisation de Warm Shower, c'était dans une, serre chez un monsieur à Montargis et donc on l'a contacté et il nous a dit: «Bah, venez dans ma serre». On a passé une nuit dans sa serre. C'était assez marrant, mais d'ailleurs, vous l'avez vu si vous l'avez vu dans la vidéo sur la France, une grande serre où il y avait plein de fruits, et cetera. Puis la deuxième utilisation de Warm Shower, c'était plein milieu de la campagne charolaise, chez des gens, chez une famille. C'était d'ailleurs la première fois qu'ils utilisaient, enfin qu'ils accueillaient quelqu'un chez Warm Shower, parce qu'eux aussi ils avaient utilisé Warm Shower. Mais pour voyager, donc ouais, ça c'est dans deux sens. Alors, si d'un côté, tu es en voyage, tu peux te faire héberger par les gens, Mmh. et de l'autre côté, t'es pas en voyage, donc tu peux héberger les gens. Ouais. Bah ouais, c'était vraiment cool. En plus, quand on est arrivé, on avait, pas mangé. Je crois qu'il était 14, 15 heures, quelque chose comme Ouais. ça. Et on arrive et là, le gars il nous fait: «Vous voulez manger?» Pouf, on arrive, il nous fait des rillettes, enfin il avait, Ouais, c'est le gars était allé chasser le matin, bon, ça, vous avez vu dans les de la France, le mec était allé chasser et il nous a donné à manger, enfin un repas complet, donc c'était vraiment bien. On a mmh, pu aller prendre des petites douches et le soir, on a mangé des pâtes carbonara vraiment ouais. délicieuses avec toute sa famille, leurs petits chats. On a pu faire une lessive, faire sécher nos vêtements devant le poêle à bois. Ouais. Donc c'était vraiment chouette sur ce point-là, la France sur bois avec Warm Shower et tout. Et même genre avant même Warm Shower, il y avait une tempête, bon ça on a l'habitude des tempêtes, on s'en est tapé pas mal là depuis le début. Il y avait un diacre, enfin on est arrivé devant un presbytère, pile au moment où on allait s'en aller, la personne nous ouvre la porte, la dame, et du coup on est dormi dans une paroisse. Et comme la tempête a continué, ils nous ont dit: «Bah carrément venez chez nous le lendemain». Donc pareil, ils nous ont donné à manger, enfin je sais plus ce qu'on avait mangé, mais une soupe avec, bon bref, plein de On a choses, mangé enfin. plein de choses et c'était vraiment chouette. Et dans leur réseau, ils connaissaient quelqu'un d'autre, des amis qui pouvaient nous héberger genre 60 kilomètres après. Donc finalement, on a fait nos 60 kilomètres et on a dormi chez ces personnes-là. Pour la petite anecdote, on a aussi, à un moment donné, on a oublié notre chargeur chez le diacre de la ville d'avant. Et le mec est revenu le lendemain, le monsieur, pour nous ramener Le le chargeur, vraiment chargeur. trop, Enfin, trop franchement, gentil les gens. Ils ont prétexté le fait qu'ils avaient des courses à faire, alors que je suis sûr que non, ils n'avaient ouais. pas de courses à faire et ils nous ont rapporté le chargeur. Donc vraiment, vraiment des gens incroyablement Hmm. gentils. Et je crois qu'en France, au global, c'était un peu. Je sais plus s'il y avait d'autres personnes qui nous ont. Bah, on s'est fait héberger par des gens de ma famille, Oui, mais ouais, c'est vrai. sinon des warm showers, pas trop. Et on a principalement le reste, on a campé Ouais. en France, mais ça va parce qu'il faisait pas froid en France, donc pour camper c'était pas trop Si, gênant. le dernier Manchar, c'est un monsieur à Valence, un Ouais, monsieur qui était dans une colocation dans une maison, et enfin lui était propriétaire de la maison, et en fait on était entre les canaux de Valence. En fait ils vivaient, enfin lui il avait sa fille, qui elle-même d'ailleurs elle a discuté, elle connaissait Roloff, enfin, elle est rentrée avec un vélo cargo et tout, enfin, c'était marrant. c'est ça. Et du coup il y avait d'autres personnes aussi avec eux. Des Ouais, étudiants, une étudiante en médecine, étudiante en art, un mec qui était frigoriste, oui, oui, sa fille qui est mécanicienne vélo ouais. et une ou 2 autres personnes, je me rappelle Ouais, mais plus par trop. contre, ce soir-là, il y avait ce côté ambiance familiale, ils ont tous ramené de la nourriture, chacun, on a tout mangé, enfin c'était incroyable. On adore manger de toute façon, ça on le sait, mais et on a aussi pas mal, bu de vin, très bon d'ailleurs, dans cette région, ils font du bah, il Mmh. y avait c'est la région du Beaujolais, et ensuite, bon bah, voilà, globalement un peu sur les gens qui nous ont accueillis. Et après par rapport à ça, l'Italie, ah, c'était différent parce que, bah, Warm Shower, on a essayé à Rome, on a essayé dans des grandes villes, bon, les gens nous ont pas répondu. Et en fait, le début de l'Italie, on a demandé une soirée, on a passé genre cinq personnes, cinq Ouais, six personnes à demander. 5-6 maisons on a demandé et Ouais. vraiment les gens, c'est pas très accueillants et ouais, pas très sympas quoi. Ils te disaient: «Non, partez, ici c'est pas bon». On a demandé à une église, l'église nous fait: «Non, c'est privé, vous pouvez pas y Ouais. aller». Enfin,
m'a demandé si on pouvait camper dans un terrain de foot. Le terrain de Ouais. foot, rien, non, ok, partez. Mais même à un moment donné, heureusement, on a réussi à camper dans un terrain de foot, justement, mais Ouais, un autre. on s'est installé juste après ça, on s'est installé du coup, on avait spoté 2 terrains de foot, donc le terrain de foot à côté de l'église et le terrain de foot pas loin de la ville de Ouais. Pise, donc dans un il y avait une zone en herbe, donc c'est bien, on pourrait camper là. Donc le terrain de foot, par chance, la grille était ouverte, donc on a pu se mettre dedans, on s'est un petit peu caché. Le lendemain matin, il y a un monsieur qui est quand même venu nous engueuler pour dire que c'était privé, machin, Ouais. et qu'on n'avait pas le droit de camper ici. Bon, une fois qu'on lui a expliqué qu'on était des voyageurs à vélo, le mec, ça va, il s'est calmé, il n'a pas appelé la police, donc voilà. Non. Bon, on partait en plus. Mais je pense que si ça avait été le lendemain, je sais pas si on aurait pu rester après. Non, je pense pas. Voilà. Mais et d'ailleurs, en Italie aussi, on a eu d'autres endroits, d'autres petites anecdotes. On s'était pris un peu en retard pour réserver l'hôtel à Florence. Ouais. Et donc là-bas, surtout en Europe, plus vous arrivez, vous réservez un hôtel genre un jour avant, c'est super cher alors qu'il faut prendre du temps pour le réserver. Du coup, on a réservé, on avait 3-4 jours d'avance. Ouais. Et on s'est dit, bon, on va se poser dans un endroit, on va rester dans un endroit. Donc on arrive dans une sorte de station balnéaire. Bon, c'était vraiment sale. Déjà, enfin ça c'est le truc qui nous a, je pense, le plus choqué au début, c'est que c'est sale. Enfin, par rapport à la Ouais, France, l'Italie. ça, c'était vraiment la première zone où ça commençait vraiment à devenir sale. Ouais. Comparé à la France où, des fois, sur le bord des routes, il y a quelques déchets Ouais. et tout. C'est pas trop sale, ça va encore. Mais là, vraiment, l'Italie, on a commencé à avoir vraiment des zones où c'était vraiment dégueulasse. Sur le bord de la route, il y avait des déchets de partout. Bon, encore à ce moment-là, on le savait pas encore, mais que ça ne faisait que commencer Ouais. les déchets. Plus on avance vers la Turquie, plus il y a des déchets partout. Où le moindre terrain vague est une décharge potentielle. Donc, Mais je trouve qu'en Grèce, c'était un peu plus c'était un propre peu plus propre en sur Grèce. les endroits qu'on a passé que l'Italie, peut-être. Ouais. Après, oui, bah, même en France, il y a des endroits sales. Mais ouais, c'est vrai que là, franchement, Ouais, en fait, c'est ça qui est dommage, c'est que même dans des endroits, même à un moment donné, quand on est reparti pour aller à Pise, où le GPS nous a fait ces petites conneries, on est passé dans une forêt, enfin bref, un truc, tu sais, et on a dû traverser la voie de chemin de fer. Ouais, Et ben même là, c'était beau, mais il y avait un scooter c'était beau, il y brûlé, avait un cramé. scooter brûlé, enfin, il y avait des déchets un peu partout. Ouais. Et c'est dommage, même dans des endroits magnifiques de nature, un petit peu perdus au milieu de nulle part, c'est justement là que les gens vont jeter leurs déchets. Ouais. Et justement, là, dans cette station balnéaire, bah, en fait, on s'est rendu compte que... Bon, déjà, on arrive, il y avait une chaise, enfin, c'était bizarre, c'était tout sale. On passe la nuit, tranquille. Et le lendemain matin, on s'était dit, on va rester, parce qu'on avait le temps. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit des mecs chelous déjà passer. Bon, on se dit, tu juges pas, tu sais pas ce qu'ils font. Et en fait, Seb, à un moment donné, est parti faire à manger, enfin, chercher de la nourriture. Et là, il y a un mec enfin, il y avait déjà un mec qui était là, il l'attendait, c'était bizarre. On s'est posé la question, on s'est dit, mais c'est peut-être un lieu de deal, en fait. Et là, donc, pendant que Seb était en train de chercher, faire les courses, je pose une question à un mec qui passe, il me dit, oui, allez-vous-en, c'est pas un lieu de camping, c'est pas, il y a des gens, des mauvaises personnes, et en fait, il dit de la drogue, donc on est tombé dans un endroit de... Oui, après, c'était pas non plus le truc Non, le plus ghetto de Pas, l'histoire, pas mais du c'était tout, pas. mais le On mec, aurait pu rester, mais Ouais. c'était pas foufou, quoi. Il y avait un peu des mecs chelous qui tournaient Ouais. autour de la tente, c'était pas. du coup, on est C'était pas parti, génial. et c'est là où on s'est installé derrière, juste avant de voir visiter Pise. Et après Rome, par contre, on fait un gros bond. Oui, c'était après Rome, on a campé, puis on a aussi été accueillis à un moment donné, une fois on arrive, on se met dans un champ, et il y a un monsieur qui arrive, et on pensait il arrive avec son gros 4x4 noir, avec la musique à fond, on se dit... On s'est dit, lui, il va nous dégager, c'est sûr, mais en fait, pas du tout. Enfin, je pense que vous avez vu dans la vidéo de l'Italie, ça en a un petit peu raconté, mais vraiment, pas du tout. Le gars nous a pas dégagé. Il nous a dit, alors vous faites quoi et tout, comment tu peux parler en anglais. Et il fait, bah, si vous voulez pas dormir dehors ce soir, je peux vous accueillir chez moi. Vous mettez combien de temps en jouant de matos? Bon, je pense, regarde, on dit, 1 heure. Ouais. On était tellement pressés qu'on a rangé ça en 20 minutes. Oui. Et le gars, il nous avait dit à peu près où est-ce qu'il habitait, Ouais. il nous avait pas donné son adresse. Donc on y allait à tâtons, on était au milieu de la campagne, donc il y avait 4-5 maisons grand max. Donc on est arrivé devant une grande maison en pierre avec des hangars à côté, des serres, donc c'est chez monsieur, il maraîchait. On s'est arrêté devant, on a vu ses enfants, ils nous ont ouvert le hangar, nous ont pouvait se poser là. Et le monsieur, il est revenu environ une heure et demie après. Il nous a proposé des pommes, des légumes, Ouais. il a dit, servez-vous, Ouais. prenez tout ce que vous voulez. On a eu la visite de sa fille, de son Son fils. fils, des employés du machin. Enfin, Ouais, super chouette, le lendemain matin, on a pu boire un café. Enfin, ouais. c'était chouette sur cette partie-là de l'Italie. Là, on a recru, enfin, on était en mode, ah, il y a de l'espoir, il y a des gens, ils nous accueillent, parce que c'était la première fois vraiment, bah, c'est la première fois dans Toute Italie, l'Italie qu'on se faisait accueillir. Donc c'est dit quand même, comparé au nord où le Ouais. moindre endroit pour pouvoir te poser, c'est grillagé partout, il y a des panneaux propriété privée de tous les côtés. Et là, c'était chouette. On s'est posé la question aussi du fait que les gens aussi ont peur par rapport à la migration, enfin Ouais. aux migrants et tout, etc. Même si une fois
qu'ils voient que nous on a des vélos, ils se disent bon, C'est ça, ça va. et c'est ça, on passe du statut de migrant à voyageur à vélo. Ouais. Et vraiment, c'était drastique le changement d'état. Ouais, Deuxième ou troisième bivouac qu'on a fait en Italie à Finale Ligure. ouais, Ça, on était posé, on avait repéré un spot à Overlander, on s'était posé sur le bord d'une cascade, machin, dans un champ. On a demandé dans un champ, c'est un champ privé, est-ce qu'on peut quand même se mettre? On peut quand même se mettre, ok. Il y a un monsieur qui arrivait vers 19h le soir, commence à nous gueuler dessus, vas-y, barrez-vous, machin. On a essayé de lui expliquer qu'il y a les gens autour qui nous disaient qu'on peut quand même se mettre là. Et le gars, dès qu'il a vu les vélos, hop, ouais. plus rien. Ouais. Plus rien dit, il fait c'est bon, vous restez là, vous partez quand? Demain matin, 8h, très bien, ok. Ouais. Alors qu'on pensait qu'il allait nous dégager, mais bon, au final, il nous Pour a. l'instant, on a eu de la chance sur tout ce voyage, on Ouais. n'a pas été dégagé une seule fois d'un spot bivouac, Non. donc c'est chouette. Ouais. Moi, en Italie, juste de Rome à Brindisi, on allait dormir dehors. En fait, il pleuvait, vent et tout. Enfin, on s'est dit, c'est pas possible, il faut qu'on trouve un endroit à l'abri. Et on arrive, Seb avait repéré une petite chapelle. Et en fait, c'était dans une ferme. Ouais. Et il y a une dame, on lui pose la question, Google Traduction toujours, parce que pareil, là-bas aussi, c'est aussi une différence. On trouve qu'en France, en fait, on parle pas bien anglais, Ouais. mais dans la campagne française, c'est plus facile de trouver des gens un petit peu qui parlent anglais. En Italie, il n'y a pas grand monde qui parle anglais. Ouais. En Grèce, c'était un peu plus facile. Ouais, c'était un peu. Et en Turquie, c'est archi mort. En Turquie, c'est archi mort. Il n'y a personne qui parle anglais. On a croisé un gars qui parle anglais qui s'appelle Ergun, super gentil. Donc à la ville de Marmara, Ereğlisi, je sais plus. Ereğlisi. Et vraiment le seul gars dans une ville, on se dit c'était une ville super touristique. En fait, non, c'est touristique pour les Turcs. Ouais. C'est juste après la ville de Tekirdağ. Ouais. Bon, du coup, ouais, juste pour revenir sur l'Italie, comme ça après on repart sur la Grèce et puis la Turquie. Ouais, et du coup, on a trouvé, donc la dame parlait pas du tout français, enfin anglais, et en général, les gens, ça les fait fuir d'ailleurs souvent aussi. Ouais. Do you speak English? T'as tout de suite, ils s'en montent. T'as rejoué la scène? Je suis le cycliste. Oui. Il fait Brian l'italien. Bonjour, Do you speak English? Hop, le mec se barre. Le mec se barre, c'était. Non, mais c'est. À chaque fois, c'est assez, c'est assez marrant. Je sens que les gens, ils ont envie de te parler. Mais et non. Et ça, c'est surtout en Italie, hein, parce que, bon, c'est en Turquie un peu aussi, mais en Grèce, c'était différent. Je trouve que, on en reparlera après, mais il y a une différence aussi là-dessus par rapport au langage. Les Grecs, ils parlent quand même globalement plus anglais que même allemand. Ouais, c'est ça. C'est vrai que je pensais pas du tout utiliser Ouais. le fait qu'on parle un petit peu allemand. Et, Ouais, bon, surtout toi, moi, j'ai perdu. c'est ça, on a réussi à parler allemand avec des Grecs et un petit peu avec des Turcs, donc Ouais. c'était assez rigolo. Et donc, du coup, donc là, la dame, elle comprend tout de suite, elle a compris rapidement avec Google Traduction, elle nous dit bah, venez. Et donc, je pense que c'était sa mère, et après, il y a sa fille, je sais pas. Et bah, ils nous ont donné une maison, enfin, ils nous ont prêté toute la nuit une maison abandonnée. Alors, c'était pas ultra propre, mais franchement, et c'était limite en train de s'excuser parce que c'était pas propre, mais enfin. Là, on aurait dormi dehors. Donc, nous, Au début, elle nous nettoie un endroit où on a rangé les vélos. D'ailleurs, il se passera un truc cette nuit-là. Bon, bref. Et en fait, du coup, les vélos, ils étaient dans un endroit. Bon, ils ont tout nettoyé. On aurait dormi là. Hein, vraiment, c'était sous la maison, mais c'était très bien, quoi. Non, on a dormi au-dessus. Il y avait de l'eau, il y avait de l'électricité. Bon, il faisait un peu froid, mais on était bien content d'être à l'intérieur quand on a vu ce qui tombait dehors. Le vent et la pluie qui tombaient dehors. Vraiment, d'être dehors, c'était bien. Ouais. Et donc, d'ailleurs, cette nuit-là, le lendemain matin, j'arrive, je relève mon vélo. Bon, j'avais déjà eu un problème avec le micro, vous savez, on voit sur les vidéos, Seb, quand il est devant sa caméra, sur la caméra. Il y a un petit boîtier qui permet de brancher les micro-cravates pour avoir un son de bonne qualité. Et le boîtier déjà de Brian, il marchait plus très bien. Ouais, bon, ça, et il a suivi le fil de son micro-cravate. Et il y avait une souris qui avait bouffé, ou un rat, ou je sais pas quoi, qui avait bouffé le filet de la foot pouch. Et le micro-cravate, il était fixé sur la foot pouch pour pas avoir les vibrations. Il avait bouffé le câble du micro-cravate. Il y avait un isolant en amidon à l'intérieur. Du coup, il n'y a plus de... Il n'y a plus de micro-cravate pour Brian depuis ce passage-là. Ouais, donc là, c'était un peu chiant, mais bon, on a passé une bonne nuit, j'ai envie de dire, je préfère ça. Ouais. Ensuite, sur la suite de l'Italie, on a rencontré donc à Brindisi un warm shower incroyable. Ah ouais. Je pense si en voyage à vélo, si vous avez l'occasion d'aller à Brindisi, passez par la maison de Dario. Un monsieur italien, mec super gentil. Il nous a accueillis un peu comme des rois. On avait dormi dans son salon, mais vraiment super gentil. Il y avait les petits déj avec lui, tous les repas avec lui. Enfin, il nous a fait visiter Brindisi, il nous a fait découvrir toute la bouffe italienne. Et en plus, il a été... En fait, on envoie un message et il répond quelques heures, même pas après. Et en fait, on essayait de lui payer des trucs. On a réussi à lui payer un dessert une fois, mais il voulait pas, en fait. Il me dit, moi, mon rôle d'hôte, c'est que vous êtes mes invités.
au-delà du fait de payer, on s'en fiche de ça, mais c'est juste, il nous a fait découvrir plein de nourritures différentes, dans des restaurants de viande, dans des restaurants une sorte de cantine. Il nous a fait la visite, il nous a fait les petits cours, enfin, des sortes de petits cours Des d'histoire. cours de Brindisi, c'était Ouais. franchement un petit peu l'histoire de Brindisi, un petit peu Ouais. l'histoire de l'Italie par les Ouais. politiques et tout. Oui. Ouais, c'est assez chouette de vraiment parler avec un local. Donc, sur la suite du voyage, on a essayé de reproduire cette expérience-là, de rencontrer des gens, mais c'est assez compliqué Ouais. de réussir à se faire héberger du fait qu'on soit un petit peu en hiver. Donc, les gens Ouais. sont un peu moins dehors. Nous, on cherche un peu moins à. On a un peu moins le temps d'aller chercher parce Ouais. qu'il faut vraiment qu'on se trouve un endroit à partir de. On s'est mis ça comme règle vers 15-16 heures, Ouais. parce qu'il fait nuit vers 17 heures. Il faut qu'on ait trouvé un endroit pour se mettre à l'abri ou pour poser la tente, parce que sinon après il fait nuit et monter le spot bivouac, Ouais. monter la tente à la nuit, c'est beaucoup moins pratique. On risque de perdre du matos, pas voir forcément où est-ce qu'on met la tente, Oui, c'est vrai. et donc de risquer de crever un matelas. Pour l'instant, on a crevé une fois mon matelas, donc sur un spot en Grèce. Et ouais, franchement, c'est super compliqué de trouver les trous dans ces matelas, à moins que le trou soit gros. Donc dans nos matelas, on a galéré. Enfin, je regonflais pendant la nuit. Toutes les demi-heures, je regonflais mon matelas. Enfin, je faisais une nuit de merde. Ah oui, mais ça. Alors j'étais énervé. Ouais, mais ça, Et c'est tout, normal. ouais. Et donc on a essayé de trouver le trou dans le matelas. Donc faut immerger le matelas pour trouver le trou dedans. Donc on est allé sur un des ferries. On a Ouais, attendu. t'étais dans l'eau et tout, là. J'ai passé 1 heure dans l'eau de mer avec le matelas immergé. J'ai même pas trouvé le trou. Ça m'a vraiment énervé. Ouais. Et au final, on a réessayé en passant délicatement la joue et l'oreille au-dessus du matelas. J'ai fini par réussir à trouver le trou. Moi, j'y croyais pas. Hein. Quand tu m'as dit, ah, alors, je crois que c'était devant l'autre ferry, à 23h minuit, c'est bon, j'ai trouvé le trou. Oh oui. Tiens, j'ai trouvé le trou. Je te dis, oh oui, trop bien. Trop content. C'était le soir, on arrivait dans l'église orthodoxe après la ville de Thessalonique. J'ai collé ma rustine, j'étais en mode trop content. On avait dormi, j'ai trouvé des matelas au milieu de la ville, des matelas en mousse que j'ai un peu emprunté à durée indéterminée pendant la nuit. Et par contre, tout le monde s'en est rendu compte. Hein. Moi, je me suis dit, vas-y, je vais prendre le matelas, personne ne va le voir. Premier type qui rentre dans l'église fait, les matelas, vous les remettez le lendemain matin. Mais comment il a fait? Ouais, mais par contre, très gentil, il nous a dit, bah, garde-les, mais tu les remettras le lendemain matin. Ouais, voilà, un petit peu là, en Italie, voilà, donc Dario, un truc... Derrière la rustine, oui, juste. Oui. Elle n'était pas au bon endroit. Je me suis trompé. J'étais vraiment énervé, j'ai dû le recoller le lendemain, enfin, c'est bordel. Donc Dario, truc de fou, et on est vraiment très reconnaissant à ce monsieur qui nous a permis de passer 3 jours en Italie. En fait, on a plus appris, c'est ce qu'on lui a dit, en 3 jours sur la culture et la nourriture, même si on a découvert beaucoup de choses par nous-mêmes, mais avec lui en 3 jours qu'en 3 semaines à peu près en Italie, parce qu'on a dû passer 3 semaines environ. Et après, donc en Grèce, vu Non, que... avant de passer à la Grèce, parlons du ferry. Du ferry. Brian qui me disait, t'inquiète, les gros bateaux, mec, ça bouge pas. Oui, alors moi j'ai déjà fait quelques croisières, en passant d'ailleurs, ne faites pas de croisière, c'est nul. Et moi je trouve, et j'ai déjà fait des croisières et le bateau, c'est déjà arrivé qu'en pleine mer, tu vois, t'as des piscines dans le bateau, et par contre, non, vraiment, les piscines elles se balancent, la mer se balançait, l'eau sortait, t'allais pas sur le pont. Mais je pensais pas que ça allait être comme ça, on savait qu'il y avait une tempête un peu, et là, bon, j'avoue que... C'est ça, le bateau, ça tanguillait, il y avait un bar à côté, il y a tous les verres du bar qui sont finis par terre. Ouais. Enfin, ça bougeait quand même pas mal dans tous les sens, et au moins, j'ai découvert, j'ai pas le mal de mer. Ça, c'est cool. J'ai dormi comme un bébé sur les banquettes du ferry, donc c'était vraiment bien. Ouais, moi j'ai pas passé la meilleure nuit, mais bon, on a quand même dormi, parce qu'après le lendemain, il a fallu quand même monter et tout, un petit coup. Mais j'ai quand même pédalé une 60aine de kilomètres. c'était quand même, déjà dès le début de la Grèce, franchement, justement pour le côté des rencontres chez les Grecs, on n'a pas dormi vraiment chez l'habitant. Enfin, on a dormi chez des gens, du coup, voilà, mais pas dans l'esprit en mode on mange avec la personne, etc. On passe toute la soirée. Parce que déjà au début, on campait dehors tout le temps, il faisait beau. Ouais. C'était... Vraiment un temps fantastique en Grèce. Ah ouais. Des spots bivouac qu'on trouvait sur iOverlander. Incroyable. Absolument fantastique. iOverlander, c'est une application pour les gens qui se baladent en 4x4 pour se partager des spots où il y a des garages, des spots pour faire des courses, de l'eau, des spots pour dormir. Donc on se balade sur la carte et souvent, si un 4x4 peut s'y garer, à moins que ce soit un parking, on peut y planter notre tente. Ouais. On a trouvé vraiment plein d'endroits comme ça avec. Ouais, c'était vraiment cool parce que du coup, à chaque fois, on pouvait, grâce à cette appli, ce site, aller sur tous les spots sur la côte.
Donc on a vraiment bien profité. Et du coup, jusqu'à Athènes à peu près, on a tout le temps campé dehors parce qu'il faisait beau. Mais on a quand même fait des rencontres. Juste avant Athènes, ça on en discute aussi dans la vidéo sur la Grèce, mais on a rencontré des personnes dans un bar. On arrive, on se pose sur la terrasse en bois, et en fait c'est là où la première fois on a été se baigner. Ça fait du bien un peu de se baigner, parce que à chaque fois, tous les jours, à chaque fois, moi par perso, je voyais la mer, je me disais peut-être qu'on peut se baigner, on peut se baigner, on peut se baigner. Non, on ne se baignait pas. Ouais. Même s'il faisait un peu froid, mais on a eu une douche et tout, et donc là, les proprios arrivent. En fait, nous on pensait que c'était fermé. Enfin, moi j'avais vu que c'était fermé, mais que ça ouvrait potentiellement le lendemain. Mais souvent, vous avez sur Maps, en basse saison, ils mettent quand même les mêmes horaires qu'en haute saison. Donc du coup, on pensait que c'était fermé, au final non, mais on nous a accueillis et tout. Il y a même, je crois, la sécurité qui est passée à 23h apparemment, enfin bref. Ils auraient dit. Non, et les gens nous ont tout, même un plat de spaghettis, c'était assez incroyable. Et après, on arrive du coup à Athènes. Donc... Athènes, ouais, on a dormi dans un Ouais. hôtel où il y avait l'hôtel, et c'est écrit sur le site de l'hôtel, garage à vélo. On a commencé à découvrir que ce qui est écrit sur le site est la réalité. Bon. Ouais, non, mais ça, de toute façon, on l'a vu plusieurs fois. Mais en fait, le problème, c'est que ça aussi, quand vous êtes à vélo, c'est que trouver un hôtel où il n'y a pas forcément de quoi garer un vélo, c'est compliqué. Et en général, les hôtels vous laissent pas mettre votre vélo dans la chambre. Enfin, Parce qu'on fait pas forcément que de la route, donc des fois les vélos sont un peu sales et tout. ouais. À Florence, le premier hôtel qu'on a fait, on a voulu mettre les vélos dans la chambre parce qu'on avait perdu l'antivol dans la rue, parce que Florence, c'est plein de pavasses de partout. On a perdu l'antivol, je me suis même pas rendu compte. Et donc, on voulait mettre les vélos dans la chambre pour les avoir en sécurité, parce que c'est un peu notre maison, ce truc-là. Bah ouais. Et non, le mec nous a dit non, c'est pas hygiénique, sortez les vélos. Donc au final, on a utilisé nos sangles Fix Plus, super partenaire, Ouais. avec un cadenas, machin, on les a mis de nuit. Bon, Oui, ça on se les a pas fait voler. Mais d'ailleurs, justement, les sangles là, elles sont juste parfaites. Enfin, à chaque fois, on a besoin d'accrocher un truc. Heureusement qu'on a ça, parce que même pour accrocher les trucs à l'extérieur, c'est un gain de place et tout. Et ça, il y en a aucune qui, tout va bien quand on les regarde, Ouais, tout va bien. aucune qui pète. Enfin, c'est génial. Ouais. Du coup, ouais, on est arrivé pareil donc dans un hôtel à Athènes, du coup, et le parking à vélo, c'était Ouais, un parking à vélo. Oui, effectivement, il y a un parking Ouais. à côté. Ouais. 20 € pour 3 jours par vélo. Ouais. La nuit d'hôtel, 10 € par nuit. Enfin, par deux. Ouais. Non. Non, du coup, non. Et donc là, justement, encore une fois, Warm Shower fait son apparition, là, il arrive. Et là, on avait fait quand même des demandes sur Warm Shower avant de prendre un hôtel. On s'était dit, peut-être que quelqu'un nous accueillera dans les grandes villes. Bon, visiblement, on restera dans d'autres grandes villes, mais Ça marche pas. en fait, il y a un monsieur, le seul monsieur qui a répondu, c'est un monsieur qui a un magasin de vélos, qui pouvait pas nous héberger, mais qui pouvait garder nos vélos. Donc ça nous a bien arrangé Ouais. sur ce coup-là. Donc on a posé les vélos chez lui, on a récupéré juste nos sacoches importantes, et franchement c'était génial. Ouais. Les gens, un magasin de vélos super sympa. Tout petit magasin. Comparé à la France, on a plein de gros magasins. Là, c'est un truc qui fait. Il faisait 2 fois la taille de la pièce où on est. Il devait y avoir, je sais pas, 40 mètres carrés Ouais, c'était possible. de magasins de vélos avec nos gros vélos. Et pas de soucis, vous pouvez les stocker. Ouais. Ok, nickel. Du coup, on les a récupérés le lendemain. Et là, justement, c'est l'après, on est arrivé où, dans une maison abandonnée, après, là où le matelas était crevé. Et il y a un monsieur qui est arrivé, qui nous a donné à manger. Enfin bref, le début aussi, là, en Grèce, des personnes généreuses. Parce qu'après, on est arrivé souvent, on est arrivé dans des villages. Parce qu'en fait, on s'est tapé une semaine de pluie. Que de pluie. Parce qu'on arrive, il fait super beau en Grèce. Ouais. Et non, la pluie est revenue. Dans chaque pays, il faut évidemment qu'il pleuve, que le mauvais temps nous suive. Et je crois que c'est là, la première fois, je sais plus, c'est la première fois on a dormi dans une salle des fêtes. Dans une église. Ah oui. Ensuite, dans une première salle des fêtes dans un village. Ouais. Ensuite, dans une autre salle des fêtes. Ensuite, on a dormi dans notre première mosquée. Et ensuite, là, tous les soirs en Turquie, on a réussi à se faire quasiment, juste le dernier jour avant Istanbul, on a réussi à se faire héberger quasiment tous les soirs dans une mosquée. Ouais. On pensait qu'on n'allait pas sortir la tente, on a sorti la tente une fois, au final, sur 11 ou 12 jours. Et on a dormi tout le temps dans des mosquées. On a passé une fois 2 nuits dans une mosquée parce que il pleuvait. Et heureusement qu'il n'a pas trop neigé, il n'a pas neigé en fait, ou même qu'il n'a pas trop plu, parce que du coup on a pu rouler parce qu'il faisait quand même froid. Ouais. Et on a dormi à chaque fois dans des mosquées. Et là, donc la dernière nuit, on a dormi en tente. En fait, là, il y a aussi un petit truc assez rigolo. Ouais, c'est vrai. On avait repéré le spot bivouac. Ce qu'on fait maintenant un petit peu, avant d'aller demander, on cherche un endroit où on pourrait poser la tente. Et ensuite, on va demander si on ne peut pas trouver un meilleur endroit. Donc, on a demandé d'abord à une mosquée. Donc, les gens, ils discutent. Ils font non, dans la mosquée, c'est pas possible. Ouais. On peut pas dormir là. Ok, très bien. C'est là où tu as pu parler un peu allemand. On a pu aussi comprendre un peu l'allemand d'un monsieur qui avait vécu en Allemagne, d'un Turc, qui lui allait à la mosquée aussi. Et du coup, avec l'imam, ils ont fait
Ouais, ils ont passé tout. une bonne Ouais. demi-heure, 1 heure au téléphone. Ils ont appelé la mairie de la ville, enfin la mairie du quartier. Ils ont appelé la police. Il y a la police qui est venue. La police a passé une demi-heure au téléphone avec une nouvelle fois, je crois, avec la mairie ou avec un hôtel. Vous dire, si vous voulez, vous pouvez aller à tel hôtel, machin. Vous Ouais. allez à tel commissariat qui vous donnera un papier pour aller à tel hôtel. Ouais. Et vous dormirez gratuitement dans l'hôtel. Ce que de base, nous, on voulait pas, on voulait juste trouver un endroit pour dormir. Parce que payer un hôtel, on a les moyens de le faire, mais juste Ouais. si on doit payer des hôtels tous les soirs, bah, ça va être compliqué. Mais on voulait juste un endroit, juste un toit en fait. Mais eux, ils ont été chercher plus loin, donc c'est fou. Hein. Enfin, c'est... C'est des gens incroyablement gentils, d'une hospitalité folle. Par contre, le seul souci, c'est qu'on n'avait pas vérifié où est-ce qu'il était l'hôtel qu'ils nous ont pointé. Donc on a déjà fait 4 km le long d'une bande d'arrêt d'urgence nuit. On fait 4 km pour atteindre le commissariat. Et ensuite, on doit 10 km encore pour atteindre l'hôtel en marche arrière. Ouais. Donc on aurait refait la moitié de la distance qu'on avait fait pendant la journée. Tout à fait. Ok, non. Non, du coup, De nuit, sur la bande d'arrêt d'urgence, avec les Turcs qui roulent un peu comme des malades, je fais non, demi-tour, on va aller se mettre à un endroit, on avait prévu de poser la tente. et au final, c'était très bien. On a passé une bonne nuit, personne ne nous a embêtés. Maintenant, je pense qu'on peut parler un petit peu des différences en vrai qu'on a vues. Bon, par rapport à la France, on s'en fiche puisqu'on est français, on vit en France. Mais juste par rapport à l'Italie, oui, pour revenir sur ça, il y a vraiment le nord et le sud, c'est pas la même, je trouve, la même état d'esprit, la même mentalité. Justement, on disait peut-être par rapport aux migrants, des choses comme ça, ils sont en fait. Niveau de richesse aussi. Exactement. Ouais. Sur chaque endroit, on a vu aussi, c'est un truc. En France, il n'y a pas forcément ça partout. Bon, vous allez dans des grandes villes, si, mais il y a marqué privato, donc c'est marqué privé partout. Le moindre stade, le moindre champ est grillagé en fait. Vous pouvez pas, c'est ultra chiant si vous allez camper, etc. Ou si vous faites chercher à l'Italie. camper, en fait, c'est super compliqué. Ouais, je pense qu'on a eu un truc compliqué dès le début, mais au final, dans le sud, bon, on a fait la Toscane entre Florence et Rome, et là, on avait partout où on pouvait camper. Ensuite, par rapport à ça, en Italie, donc on l'a dit depuis le début, on prend souvent en Europe les Eurovélos, on se comprendra plus du coup, parce que c'est que c'est vraiment propre en Europe. Alors, zéro vélo en France, en Allemagne qu'on a pu faire, c'est vraiment bien tracé, bien balisé, c'est des pistes cyclables. En Italie, il y a des pistes cyclables et c'est plus Euro bike route. Ouais. Pour bike, pour moto en anglais. Parce Bon. qu'on est retrouvé sur des pistes en terre, mais complètement défoncées de cailloux et tout. Ça, tu passes pas. Tu passes à VTT, mais tu passes pas à vélo de route, à vélo de voyage, avec un VTC. Ça marche pas. Ça passe difficilement. Donc nous, avec les vélos chargés, c'était assez compliqué. En fait, il n'y a pas de réel Eurovélo au final en Italie. En tout cas, sur cette partie-là, il suit la Via Francigena et ça suit un chemin de randonnée en terre, donc c'était pas forcément très adapté. Donc voilà. Mais sur le chemin, on a fait quelques petites rencontres, notamment une Française enfin une Suisse, je crois, qui faisait une sorte de une petite randonnée de, je sais plus c'était quoi la ville de départ, mais elle allait jusqu'à Rome. Mais du coup, les chemins sont clairement pas adaptés. Donc c'est l'Eurovélo 7. Et le Eurovélo 7 qui est pas très bon. Il y a le 5 aussi qui passe, non? Il y a le 5 et le 5, l'Eurovélo 7 et l'Eurovélo 5 sur les portions où c'est vraiment pas écrit que c'est balisé. Ouais, c'est assez compliqué à prendre. Et par contre, en Grèce, là où on arrive en Grèce, où c'était pour la première fois balisé, enfin il y avait des panneaux avec le symbole Eurovélo et tout. L'Eurovélo 8 en Grèce, il est vraiment bien fait. Ça reste sur pas forcément des pistes cyclables, mais ça reste sur des routes propres, pas trop fréquentées. Donc franchement, c'était chouette. Mais là, on a eu une section quand même, la section là où justement où le monsieur nous a ouvert la porte pour les vaches là, en Grèce. Après Igoumenitsa, franchement, on avait une super vue, un beau panorama et c'était genre gravel. C'est une piste gravel, mais une piste gravel vraiment bien entretenue, donc c'était franchement chouette. Ouais. Une bonne différence entre les différents pays pour les Eurovélos. Et puis après, en Turquie, il n'y a pas d'Eurovélo. Franchement, ça, la Turquie, on est passé on a lu sur des blogs où on voyait pas mal de vidéos où on voit qu'ils roulent sur des autoroutes. Bande d'arrêt d'urgence d'autoroute, on fait c'est juste qu'il doit être sur des endroits où il n'y a pas beaucoup de routes. Maintenant, la Turquie, c'est peut-être plus que là aussi, parce qu'on est en hiver, donc on est encore plus bloqué, mais c'est soit bande d'arrêt d'urgence d'autoroute de 2 ou 4 voies, soit piste en terre complètement houillesqueuse et défoncée. Donc on a là, d'Ipsala, dans la frontière, jusqu'à Istanbul, on a fait quasiment que de la bande d'arrêt d'urgence, sauf les petites routes pour rentrer dans les villages. Donc on a fait 300 km de bande d'arrêt d'urgence. Donc par moment ça va,
ils n'ont pas beaucoup de monde. Non. Mais plus on se rapprochait d'Istanbul, plus ça roulait vite et plus ça devenait vraiment très dangereux. Et de toute façon, on avait été prévenu à l'entrée d'Istanbul. En fait, tout le long, oui, c'est la bande d'arrêt d'urgence, c'est grand, on roule sans problème. Ouais, ça, la bande d'arrêt d'urgence, elle fait la taille d'un immeuble. Ouais, voilà, donc même à deux collés, à des moments, on roule. Bon, c'est là où j'ai eu ma première crevaison d'ailleurs. On peut clairement rouler l'un à côté de l'autre, même si, bon, évidemment, on était en gilet jaune avec les lumières, tout, parce ouais. que c'est toujours dangereux. Parce que des fois, ils collent quand même. Il y a des moments où tu sens que les mecs te doublent et ils te mettent un coup de klaxon, comparé à la Grèce, où ils te mettent un coup de klaxon pour te prévenir que je suis là, je vais te doubler, mais bien loin, genre limite dans le fossé, sur la voie d'en face. Là, les Turcs, je vais te doubler, c'est genre, je te klaxonne pour te dire dégage, je passe quoi qu'il arrive. Ouais. Donc les mecs, ils te foncent et t'as des camions qui te doublent à ça, du guidon à côté. Il y a quelques camions, il y a quelques voitures qui klaxonnaient, on sentait ils klaxonnaient plusieurs fois pour encourager, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop eu. Après, on a suivi beaucoup l'autoroute. Je pense que c'est plus sur l'autre côté, après Istanbul, que ça doit être un peu différent. Mais par contre, quand on arrive à Istanbul, il y a des moments où il n'y a plus de bande d'arrêt d'urgence, en fait, parce que c'est plus une nationale, enfin, c'est plus une autoroute, c'est une sorte, c'est descend à un moment donné, c'est une sorte sûrement une départementale. C'est une départementale, mais une départementale équivalent à une nationale. En France et tout. En France, c'est un peu dangereux. C'est dangereux, et du coup, on arrive, et donc jusqu'à la banlieue avant Istanbul, c'est vraiment. Il n'y a que ça, et ça alterne entre bande d'arrêt d'urgence, pas de bande d'arrêt d'urgence, enfin, c'est très dangereux. Donc les voyageurs, notamment le voyageur Athènes, nous avait prévenu, et les voyageurs aussi dont on avait déjà discuté avec eux, nous avaient prévenu que c'était dangereux. Et d'ailleurs, on a continué à emprunter cette route-là, mais à un moment donné, on a quand même pris un train. Et là, justement, pareil, rien à voir, pareil, les trains en Turquie, en tout cas dans Istanbul, c'est parfait pour le vélo. Il y a des espaces vélos de fou. En France, les espaces vélos sont pas ouf. Non. Pour le train. En Grèce, en Italie, ça allait un peu mieux. Il y a des bons espaces vélos. En Grèce, on a pris un train. On a pris un train, mais clairement, on pouvait mettre les vélos où on voulait. Oui. Et la Turquie, c'est des grands trains, il y a la place partout pour monter avec les vélos. Il y a même des ascenseurs énormes dans les gares pour monter. Après, c'est un train de banlieue, tous les trains apparemment sont pas forcément adaptés, mais là pour le coup, ce qui est assez marrant, en fait, c'est là aussi, c'est un contraste assez fort, c'est genre, il y a personne qui roule à vélo. On a rencontré 2 cyclistes le long de l'autoroute, et Istanbul, pour l'instant, on n'a pas fini, mais on n'en a pas vu. Mais pourtant, dans le train, on peut mettre le vélo tranquille et tout, alors que personne ne prend de vélo en fait. Oui, il n'y a pas de vélo, même dans Istanbul, là, ça fait. On y est arrivé le 20 décembre, on est le 25 et on n'a pas croisé de cyclistes dans la ville. Donc c'est assez impressionnant. Les aménagements sont là pour faire du vélo, mais après, je comprends la complexité que c'est la circulation dans Istanbul. Oui. À Istanbul, il y a un sens interdit, c'est pour la forme. Il y a un sens interdit, c'est. S'il n'y a personne qui arrive en face, je peux le prendre. Mais c'est faux, hein, c'est différent aussi. En Italie, comme tu as dit, ils s'en foutent un peu, ils n'ont pas le temps. Ils te klaxonnent, tu peux pas passer. En Grèce, ils prennent le temps, etc. Mais ils respectent dans les villes, ils respectent quand même. On a été à Rome et ils respectent le code de la route, ils respectent les piétons. Mais là ici, c'est le bordel, il y a des scooters qui partent dans tous les sens. Moi, je pense que c'est déjà un avant-goût de l'Inde. Oui, déjà, au moins, il y a des routes avec des flèches et des panneaux. Il y a quand même des panneaux stop et tout. Là où en Inde, je crois qu'il n'y a pas de panneaux. On verra bien ça. Normalement, quand cette vidéo sortira, on sera déjà en Inde ou peut-être déjà quitté l'Inde. On verra. Ça aussi, c'est un peu différent. Par rapport à la propreté aussi, on en a discuté. Franchement, plus on avance, plus j'ai l'impression, même si en Grèce, c'était un peu moins le cas, que c'est compliqué. Niveau déchets, il y a peut-être que les gens ont l'éducation de la pollution, mais. Non, mais même, c'est pareil, à un moment donné, on était en train de grimper quand on rentrait à Istanbul, il y a un monsieur qui faisait des travaux, il avait son verre en plastique, il le balance par terre comme ça. Enfin, moi, ça m'a choqué. Enfin, c'est choquant parce qu'en France, il y en a sûrement, c'est sûr, parce que sinon, il n'y aura pas de déchets par terre, mais on nous éduque à, il y a une poubelle, tu la jettes, quoi. Il y avait tu jettes tes affaires, tu gardes tes affaires. Enfin, le principe de nous, c'est de dire, on laisse pas de traces, pas de preuve qu'on est passé par ici. Et donc, on va d'avoir le truc le plus propre possible. Là, les mecs, par la fenêtre, ils te balancent des machins. On était, ça, c'était quand on était en Grèce. Oui, avant de prendre vers la ville de Patras. Il y a des gens qui, ils ouvrent une petite brique de jus de fruits. Hop, le truc de la paille, il ouvre la fenêtre. Hop, jette le plastique de la paille dehors. Je te fais, ah ouais. Il y a poubelle littéralement à 2 mètres de l'autre côté. Et la personne était sortie de la voiture pour en plus aller faire les courses et elle était encore plus proche de la poubelle. Enfin bref, c'est lunaire. Mais en vrai, on n'est pas éduqués de la même façon. Ils n'ont pas les mêmes soucis que nous. En France, on a le luxe, le confort et tout. Donc ils n'ont pas le luxe de se préoccuper de la planète et des déchets. Donc c'est déjà un petit changement. Après, je pense que
une grosse partie de la population respecte ça, Ouais. mais pas tout le monde. Et après, du coup, nous là, on fête Noël ici, enfin, on fête, voilà. Mais aussi, ça, c'est un truc aussi différent, c'est que dans tous les pays, on va dire, qu'on a traversé, la religion la plus présente, c'est le christianisme, enfin, le catholique, etc. et tout. Et là, du coup, bah, on est dans un pays, le premier pays musulman qu'on fait. Donc, en vrai, Noël. Ouais, il y a pas mal de trucs de sites internet, il y a des décorations Noël, Ouais. il n'y a rien, et il peut être pas forcément Noël. Donc ça fait un petit changement, une petite différence. C'est différent, ouais, c'est sûr, c'est différent. Il y a des quartiers normalement où il y a des décorations Noël, bon, il n'y a pas grand chose parce qu'en fait, au final, c'est un peu logique aussi, c'est une ville maintenant où bah, il n'y a que des musulmans, donc on fête pas Noël, enfin pas de la même façon en tout cas. Donc du coup, nous on a fait Noël classique, on a rien de spécial. Mais ouais, c'est un peu différent la religion quand on n'est pas habitué parce que on en apprend aussi quand même plus avec les locaux là qui nous ont un petit peu raconté que finalement les Turcs c'est pas des Arabes. D'ailleurs, rien que la langue au final, ils parlent pas arabe, ils parlent turc et c'est comme avec nous les lettres latines. Enfin, Ouais. c'est la même chose que nous, voilà. Les Turcs, ça fait pas partie des pays arabes, c'est vraiment un pays à part, on va dire, Ouais. parce que c'est pas la même zone exactement. Ils ont une langue totalement différente, mais ils ont quand même leur religion. Ils partagent la même religion. Voilà, exactement. Il y a un pays qui est quand même assez religieux, oui. donc patriarcal aussi, dans le sens où la place de la femme n'est pas forcément la même qu'en France. Ça nous a un peu culturel. perturbé l'Italie, la Grèce, on croisait beaucoup de femmes, hein, Ouais. ou en Turquie, souvent on arrive dans le village, on va au petit Oui, café pour boire du thé, mais trop bon le thé en Turquie, Ouais. trop bien. Mais ça c'est vraiment d'un point de vue français, c'est assez perturbant, c'est que on croisait quasiment aucune femme. Vas-y, enfin, on n'a pas trop osé poser la question, enfin on savait qu'un petit peu dans les pays un petit peu musulmans, tradition, la campagne, enfin voilà, les femmes ne sont pas forcément là. Et en fait, là on allait visiter la mosquée bleue il y a quelques jours, Ouais. à Istanbul, magnifique bâtiment. Ouais, et on voit qu'il y a les hommes qui prient d'un côté sur une jolie partie de la mosquée, et les femmes qui prient sur l'arrière de la mosquée, cachée dans un endroit. Dans la mosquée bleue, il y a toute une zone avec des étagères pour que les touristes puissent poser leurs chaussures pour pas marcher, parce que c'est dans la religion musulmane, on ne peut pas rentrer dans les mosquées avec ses chaussures, dans les chaussures, donc tous les touristes portent leurs chaussures, et les femmes priaient derrière les étagères à chaussures. Et donc c'est bon, ok, un peu bizarre quand même. On se rend compte que c'est une autre perception. Oui, c'est ça, c'est différent. C'est sûr que c'est des cultures totalement différentes. On ne met pas en question ça, mais c'est sûr que nous, ça nous choque un peu. Voilà, donc par rapport à ça, c'est vrai que c'est assez, ça fait des différences, mais ça nous permet aussi d'en apprendre un peu plus parce que du coup, sur la manière de vivre, sur la culture des gens. Exactement. Même à un moment donné, Istanbul, on s'est retrouvé dans des quartiers qui sont pas du tout touristiques. Et on s'est dit ah oui, c'est différent d'un quartier touristique. C'est beaucoup plus pauvre. Les personnes, ils ont leur petit commerce, etc. Et même rien que dans le quartier universitaire, là, c'est ça qui est fou. Si vous allez d'ailleurs à Istanbul, aller dans le quartier universitaire, c'est ce qu'on disait, les différences de prix, c'est pas vous traversez un mur en fait et ça double, ça triple. Enfin, c'est très différent, puis en plus c'est très sympa ici. Et un dernier point aussi sur les différences, bon déjà faut pas avoir peur des animaux quoi. Bon, les chats, c'est ça, par rapport à la France où on a l'organisme qui s'appelle la SPA, donc la Société protectrice des animaux. En Italie, il n'y a pas. Ou s'il y a un équivalent, ils sont pas très efficaces. Il y a sûrement un équivalent, mais c'est vrai que par contre en Grèce et en Turquie, il y a des animaux errants partout. Des chiens, des chats, il y en a en masse. Ouais. Des chiens errants, c'est en Italie qu'on a vu, il y avait des chiens qui dormaient dans un fossé avec un cadavre de chien d'un côté. Ouais. Il y a vraiment des animaux errants de tous les côtés. Donc à vélo, on se fait courser par des chiens, surtout Brian d'ailleurs. Se fait courser par des chiens. Mais étonnamment, t'aboient dessus et tout. Et un voyageur qui nous avait dit oui, attention en Turquie, ça va être full, que des chiens errants. Bon, après, on a beaucoup longé l'autoroute, donc peut-être c'était un peu différent. Mais il y avait moins de chiens errants, je trouve, qu'en Grèce. Après, la plupart sont très gentils et tout, juste ils veulent manger. Il y en a même qui veulent juste de l'affection, en fait, tout simplement. Et en fait, oui, comme il n'y a pas la SPAO, alors que les associations sont beaucoup moins fortes, ont beaucoup moins d'impact et peuvent pas agir comme chez nous. En fait, chez nous, on voit pas de chiens ou de chats errants. Il y en a très peu. Il y en a très peu. Alors que là-bas, c'est devenu une habitude de voir des chiens, des chats partout. Alors qu'au final, même dans les rues d'Istanbul, il y a des chats partout. Maintenant, on peut parler d'un point au niveau plus pour ceux que ça intéresse, comment on gère le matériel et le budget pour l'instant, parce qu'à la fin, je pense qu'on fera d'autres podcasts ou d'autres trucs, et peut-être qu'on aura une vision encore différente. Aujourd'hui, du coup, on gère notre budget. Déjà, quand on a préparé, on a fait un tableau Excel avec toutes nos préparations de tout ce qu'on pouvait dépenser. On fait attention à l'avion, la nourriture, etc. Et tout. Puis on a une appli là qu'on regarde tous les jours pour savoir un petit peu comment on fait. On gère
En ce moment, on essaie de faire genre 25 € à deux par jour. Après, au début, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'au début, on se dit, et c'est ce que nous avait dit aussi certaines personnes, on se met un budget vraiment précis. Maintenant, il y a souvent, là, clairement, on l'a dépassé plusieurs fois parce qu'on se rend compte qu'on a besoin de manger plus, on se rend compte qu'on a besoin de faire plus de choses. Du coup, finalement, on le respecte plus ou moins, mais au final, c'est pas grave du moment qu'on a l'argent pour la suite. De l'argent, des 25 € par jour. Voilà. Après, en Asie, on pense que ce sera sûrement plus faible, mais c'est sûr que quand on reste dans une ville, même si c'est Istanbul, c'est pas Paris, bah évidemment qu'on dépense quand même de l'argent, mais au final, je pense que plus important là où on dépense le plus d'argent, c'est la nourriture. Et c'est normal parce qu'on a besoin de manger. Et au début, on essayait de vraiment respecter. On s'est dit que on s'est rendu compte qu'en fait, on avait besoin de plus manger. Bon, au final, maintenant ça va, on mange bien. Ouais, ça, voilà. Déjà, là, par rapport à la Grèce, déjà la Turquie coûte bien moins cher comme pays. Ouais. Donc, en Grèce, on s'est retrouvé à avoir des restaurants, mais vraiment pas Oui. foufou. Et payer à 30 € le repas. Oui. Ça fait mal. Là en Turquie, on mange 2 kebabs, donc deux donneurs kebabs, des assiettes avec du boulgour, de la viande, des légumes, pour 3 € l'assiette. Oui. Oh, c'est génial. Ouais, voilà. On mange super bien. Du moment qu'on mange super bien, c'est bien, mais je pense que voilà, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'on nous avait dit au début, on nous dit vous êtes sûr que vous allez respecter ce budget, on était en mode oui. Et au final, à chaque fois, au final, non, on peut pas se dire qu'on va forcément respecter ce truc-là, mais plus ou moins, parce que de toute façon, on n'a pas le choix, puisqu'on a besoin d'avoir pas mal d'argent pour continuer de voyager, mais on fait attention. Et après, au niveau du matériel, on a changé quand même quelques trucs, on a une batterie qui nous a lâché. Une batterie banque qui a claqué. Après, on les avait déjà achetés 1 ou 2 ans avant de partir. Ouais, c'était donc un petit peu trop tôt, donc c'est pas bien mais grave. Voilà, du coup, c'est du matériel d'usure. Pour le voyage, là, donc sur toute l'Europe, sur environ 4500 km, on a eu que 2 crevaisons qui ont nécessité de mettre des mèches dans nos pneus tubeless. Ouais. Donc avant qu'on mette les pneus tubeless, on les a mis à Nice. On a eu une seule crevaison, donc avec un bout de verre. Ouais. On a changé une chambre à air. Ouais, en vrai, on a eu en tout à peu près environ 4 crevaisons. Ouais, 4 grosses crevaisons. Sur quasiment 5000 km. Donc c'est pas si mal que ça, franchement, le tubeless c'est génial. Ouais. Bon, je pense que quand on va démonter les pneus, on va voir qu'il va y avoir plein de petites épines. Donc on a eu besoin de mettre que 2 mèches, et j'ai repéré 2 fois où on a tapé dans des épines, où j'ai vraiment senti que le tubeless sortait, mais ça se rebouge vachement vite. Franchement, le tubeless, si vous avez l'occasion de mettre ça sur vos pneus de vélo quand vous voyagez, c'est vraiment génial. Même sur vos balades de tous les jours, c'est très pratique. Derrière, là, donc, grâce à notre partenaire Rohloff, on a un super moyeu. Franchement, le moyeu Rohloff, trop bien. Ce truc, ça marche, ça marche tout le temps. Ça s'est pas déréglé en 4500 km, ça fonctionne nickel. On a juste besoin là de changer une chaîne. Et c'est tout pour la transmission. Les plaquettes, quoi. Et ensuite les plaquettes de frein. Ouais. Là, on fera la purge à New Delhi du moyeu. On a juste une purge de frein à faire, changer les plaquettes de frein. Une fois, on pensait qu'on les changerait beaucoup plus du fait que les vélos sont très lourds. Mais en fait, de base, parce que nous, on n'est pas lourd du tout. Je pense que les vélos avec nous dessus doivent faire environ 100 à 110 kg. Et en fait, on n'use pas tant que ça de matériel, moins vite que ce que j'aurais pensé. Donc les plaquettes de frein, on va les changer qu'une seule fois pour l'instant. La chaîne, on va la changer. Donc pour l'instant, on a une durée de vie de la chaîne d'environ 4500 km. Les plaquettes de frein, bon, ça on verra en fonction des dénivelés. Mais ça, du coup, tout ça, le peu de changement aussi, c'est grâce au Rohloff, du coup. Ça nécessite un investissement de base. Mais du coup, oui, clairement, là derrière, c'est une tranquillité d'esprit aussi sur plein de choses. En plein milieu, on n'a pas encore, tout va bien pour l'instant. Mais du coup, c'est pour le coup, c'est vraiment génial. Puis même là, le fait de pouvoir changer les vitesses. Changer les vitesses à l'arrêt. Quand nous, on a fait beaucoup de VTT. Et à VTT, par exemple, tu es dans une côte, tu as besoin de changer les vitesses. Tu es obligé de soulever ton vélo, pédaler, faire passer les vitesses. Là, tu peux pas soulever ton vélo quand il fait 50 kg, c'est trop chiant. Et donc là, tu passes les vitesses à l'arrêt, tu as un stop. Enfin, il y a un stop. Tu descends sur tes vitesses, tu repars. Là, quand il pleut, les vitesses, elles passent toujours nickel. Quand il y a de la boue, elles passent toujours nickel. Donc ça, franchement, là-dessus, le Rohloff, ça coûte assez cher à l'installation, mais franchement, c'est génial. Oui. Et d'ailleurs, je suis curieux de savoir maintenant, parce que du coup, ça c'est pareil, c'est notre question aussi, au début, on est parti avec des vélos qui faisaient chacun à peu près, entre 50 et 55 kg. Et pareil, entre-temps, on a réduit le poids un peu, parce qu'on a... on n'a toujours pas reposé, donc quel poids ils vont faire. Tes parents, sont venus pour récupérer des trucs, et on s'est un peu délesté de certains trucs, en fait, parce qu'au début, on est parti avec pas plus de choses qui servent à rien, au final. Pas mal de matériel dont on ne s'est pas servi, et là,
Là, il y a encore, je pense, quelques trucs dont on ne s'est pas servi, mais il y a des outils, par exemple, qu'on ne sert pas souvent, mais c'est par exemple pour faire des purges de frein, je sais pas combien ça coûte réussir à... Là, on a trouvé des magasins de vélos à Istanbul, mais réussir à trouver un magasin où on puisse leur apporter les 2 vélos pour faire les purges de frein, je sais pas si on va trouver. Donc on a notre kit de purge de frein, ça pèse 100-200 grammes, bon, ça fait 100-200 grammes à porter, mais ça fait un truc en moins qu'on a besoin de faire par un magasin. Un jour, si on en a besoin, moi, on sait que surtout dans un endroit, et ça se trouve, ça va être pire en Asie, je sais pas, il y a certaines zones. On sait, c'est pas encore comment on va trouver les pièces détachées, et là déjà les pièces détachées à Istanbul sont un peu plus chères. On a prévu de bientôt changer les boîtiers de pédalier. Ça se trouve, on les changera pas tout de suite, on verra. Mais les boîtiers de pédalier, ils sont 2 fois plus chers qu'en France. Ouais, ça c'est pour... Et puis t'as pas tout ce que tu trouves en France. Même la Decathlon, on a essayé. Pareil, là, pour prendre l'avion, ça aussi, nous on a décidé de mettre dans des cartons. À Decathlon, on a fait un Decathlon, il n'y avait pas de vélo tout simplement. Et un autre, c'est pas la saison en fait, parce qu'on est en hiver, et ils n'ont pas de carton. Et finalement, on a trouvé un magasin de vélo qui n'était pas répertorié sur Maps, sous un tunnel en fait, sous un passage de route, il y a un tunnel et il y a plein de vélos. Et on a demandé est-ce qu'on peut avoir 2 cartons. Au final, on a eu nos cartons, donc voilà. Là, on a pu trouver les cartons, on est content. Ça c'est déjà une bonne chose en fait. On a trouvé le scotch pour pouvoir les refermer. Ça c'est une très grande ville, mais puisqu'il n'y a pas de grande surface comme on aurait en France, il faut aller chercher dans chaque petit boui-boui le machin qui te va bien. Donc c'est pas mal. Pour l'instant, les vélos, on est content. Pas beaucoup de casse. Non. Des machines qui marchent plutôt bien. On a juste eu des soucis avec de pression au niveau des mains. Voilà, c'est pour ceux qui verront la vidéo, mais on avait des grippes trop arrondies, donc ça coupait la pression, donc on manquait de force dans la main gauche. Et donc on a changé les poignets là. Moi je les ai changés en Italie. Les poignets pour avoir quelque chose avec plus de surface. Et là, Brian, lui, il va les changer maintenant. Alors là, moi, je les change aussi pour... parce que pour l'avion, parce qu'on a des poignets en mousse, et en fait, pour pouvoir tout démonter dans l'avion pour être sûr qu'il ne casse rien, on est obligé de sortir, mais les poignets en mousse, en fait, on n'arrive pas à les défaire. On est obligé de les découper au cutter, en couteau ou cutter. Et là, donc, on a pris des poignets qui sont vissables, qu'on peut mettre faire et défaire. Donc là, même là, le gars dans le magasin de vélo, il fait... alors, les poignets, j'ai pas les poignets à différentes tailles pour les poignées tournantes, mais si vous voulez, je peux vous le découper. Donc le mec, il sort sa planche, il tout découpe le machin nickel, tout droit. Ouais, il a fait ça bien, tranquille. C'est comme en Italie, on avait des soucis avec le tubeless parce que j'avais crevé, j'avais perdu trop de liquide. Et là, on allait dans un Décathlon et les mecs fait non, le parti vélo est fermé. Mais par contre, à force de le forcer un petit peu, le mec fait c'est bon, si vous voulez, c'est tout votre matos. Vous pouvez vous débrouiller tout seul. Ouais, bon, du coup, tu as pu faire ça, tranquille. J'ai pu faire ma petite réparation, servant du compresseur et de leur pied d'atelier, donc c'était franchement chouette. Maintenant, juste un peu parler, un tout petit peu, genre, notre état d'esprit, après 3 mois, comment est-ce que ça va? Ça va bien. Franchement, là, on a commencé, on s'habitue à dormir en tente. Ouais, mais même... On s'habitue un petit peu au fait de ne pas avoir trop de douche ou machin. Oui. Mais après, par contre, il y a un truc, c'est que moi, là, depuis la Turquie, là, le fait qu'on a ressorti la tente, j'étais déshabitué parce que j'étais en mode à chaque fois on dormait dans des mosquées ou des salles des fêtes. Du coup, on sortait juste les matelas et les duvets, c'était plié. Mais par contre, dans la Grèce, j'étais habitué à dormir tout le temps au bord de la mer et tout. Donc du coup, sortir juste la tente à chaque fois, en vrai, c'est sûr qu'au tout début, moi j'étais un peu en mode bon, il faut sortir à chaque fois et maintenant en fait on range rapidement, c'est fini, etc. Et même on est bien dans les duvets, pour des personnes qui hésitent et qui se disent si vous avez investi dans un bon duvet, un bon matelas, dormir dehors. Ça, ouais, si t'as investi, parce que c'est psychologique quand on discutait avec Brian, parce que ça fait 3 ans qu'on préparait le voyage. Et j'ai eu me battre un petit peu avec lui pour dire qu'il faut acheter des bons matelas, des bons duvets, une bonne tente. Oui, au final, oui. Parce qu'en fait, si tu dors, c'est avec ça que tu vas bien dormir et qu'on fera beaucoup moins de nuits d'hôtel. Et au final, on fait pas beaucoup de nuits d'hôtel dans la tente. Ouais. On dort bien. Là, dans le Airbnb, les matelas, ils sont défoncés. Moi, je dors sur mon matelas gonflable. Ouais, moi, ça me dérange plus trop. Mais... et je dors bien. Il y a vraiment le matelas gonflable sur lui. Bon, moi, ça va. J'ai l'impression que je sais pas. Moi, le mien, c'est des matelas à ressort. Ouais. Et j'ai vraiment l'impression de dormir sur un grillage métallique. C'est vraiment pas agréable. Ouais, et quand on a l'habitude vraiment, on dort dans le duvet. On dort super bien, quoi. C'est juste le matin, quand il faut se réveiller, qu'il fait froid. Il faut sortir du duvet. Oui. C'est un peu plus douloureux. Mais le reste. Sortir du duvet où t'es à 20-30 degrés, t'es bien. Ouais. Et dehors, tu sors, il fait 5. Ouais, c'est clair. Ça, c'est un petit peu chiant. Mais bon. C'est pas très agréable. Mais bon, on commence à s'y faire au niveau un petit peu. Le seul truc, un petit manque d'hygiène, c'est avec l'hiver, là. On peut pas facilement se doucher.
Là aussi, là faut falloir s'habituer maintenant à devoir filtrer notre eau. Oui, bah là, on achète, bon, là, on est en Airbnb, donc on achète quand même des grosses bouteilles de 5 litres. Mais ouais, c'est sûr qu'en Inde, ça va être pire et il va falloir qu'on filtre l'eau ou qu'on achète des bouteilles d'eau, pas de choix. Ouais. Et pareil, même par rapport là, tu disais, on prend pas beaucoup de douches, et ça nous dérange pas trop. Mais en été, c'est sûr que on va trouver plus d'endroits. Ça, on transpire pas trop parce qu'il fait Ouais, froid. en été, Mais, là. en été, là, il va falloir prendre des douches plus souvent, mais je pense que ce sera un peu plus facile de trouver Oui. de la flotte. Parce que là, tu pouvais, avec le froid et tout, même si tu tombes sur un. Bon, là, en Turquie, compliqué, il y a une autoroute et il y a rien d'autre, quoi. Donc, ouais, ça par contre, ce truc qui était bien dans les mosquées, c'est qu'il y avait des zones avec des robinets et tout, Oui. et des fois, il y avait de l'eau chaude, donc pour pouvoir Oui. se rincer, c'était plutôt pratique. Ouais, c'est vrai que ça, Pour faire une toilette, pour faire une douche complète, pas forcément. C'est vrai que la douche, là, en arrivant, elle a fait quand même sacrément Ça du a bien. fait sacrément du bien parce que c'était. Ouais, on avait une dernière douche complète, c'était à Athènes. Ouais, un peu après aussi. À peu près 2 semaines. Ouais. On a fait une douche aussi à un moment donné, enfin à la main, mais tout Ouais, le corps. on n'a pas fait une douche complète, on n'a pas fait une vraie douche. Oui, c'est sûr. Mais du coup, oui, ça faisait environ 2 semaines qu'on n'avait pas pris une vraie douche. Ouais. Donc Et- pour l'instant, record 2 semaines sans douche, grosse salle. Mais pendant ces 2 semaines, on a quand même fait des petites toilettes. Quand même. Mais je pense qu'en été, par contre, c'est pas possible. Quoi. Tu colles dans le drap. Ouais, il va falloir de. Bon, de toute façon, je pense qu'on pourra se rincer un peu plus facilement. Ouais, mais bon, on verra bien. Et puis pareil, là, bon, pour l'instant, tout va bien. C'est des beaux pays qu'on voit quand même. Ouais, c'est sûr que là, ça va être compliqué. C'est ça. Différent. Pas compliqué, on ne sait pas en fait comment on va le ressentir parce qu'on nous a dit, oui, ça va vraiment être différent. De toute façon, on verra bien. Mais en tout cas, là, je pense qu'on est bien prêt. On verra déjà l'étape de l'avion déjà. Mais Comment ça se passe et puis on a un petit road trip en voiture qui va être bien sympa aussi dans le Cappadoce. On peut parler du dernier thème aussi, c'est juste par rapport aussi, on fait des vidéos aussi par rapport, on a un engagement, on est bénévole, si vous l'avez vu dans plusieurs associations. Et du coup ça c'est pareil, comment on le gère, comment ça se passe. Du coup globalement ça va en fait, on s'est tout de suite dit, on a réparti en fait les tâches maintenant parce que c'était comme ça, bon Seb filme beaucoup etc. Et du coup, il fait le montage des vidéos. C'est sûr, c'est du taf en effet. Ouais, ça prend pas mal de temps à faire. De son côté, Brian, il fait tous les carnets de voyage. Toutes les semaines, il y a les carnets, et justement, avec ce qui va avec les vidéos, c'est que du coup, on propose tout ça aux associations. Bon, ça, on en avait déjà parlé. Mais du coup, on arrive bien à gérer. Ce qui est cool aussi, c'est qu'on a des relations avec les enfants. En fait, on a des questions tout le temps, donc on peut discuter avec eux, même sur Instagram. Et je trouve, franchement, avant le début de l'aventure, on savait que c'était important, et là je trouve que c'est encore plus important parce qu'on a vraiment le retour, le retour des enfants chaque semaine qui nous parlent dans l'aventure. Là, ils nous ont tous envoyé des petits messages pour nous fêter Noël et tout. Donc, et franchement, ça fait bien plaisir. C'est chouette. Et ils suivent les aventures et tout, vraiment. Ils envoient les messages, je fais merci, vos carnets et tout. Non, franchement, c'est cool. Voilà, un petit peu, je pense qu'on a fait un peu le tour, je pense qu'on en refera plus tard des podcasts, mais sur la fin des continents, c'est bien un petit peu de savoir un peu de tout ce qui s'est passé et tout. Une vidéo un peu plus, pour l'instant, je pense qu'on va le mettre sur YouTube, quelque chose de plus détendu. Mais on est comme ça, au moins, si vous avez besoin un petit peu de savoir certaines choses, vous pouvez voir cette vidéo, et n'hésitez pas dans les commentaires aussi, s'il y a certaines questions, même auxquelles on pourrait répondre plus tard, si vous avez des interrogations, ça nous intéresse aussi de savoir un petit peu ce que vous en pensez, et n'hésitez pas donc. Voilà. On vous remercie d'avoir écouté et regardé ce podcast. Et à bientôt. À bientôt.